Le coup de tocsin. Le coup de tocsin avec Alexandre Cugnage-Lapreval, bonjour à vous. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous. Donc, je le disais, avocat au barreau de Paris, chroniqueur tocsin. Vous souhaitez revenir sur les vitraux de Notre-Dame de Paris. Je le rappelle, alors qu'on est à 3 mois de la réouverture de Notre-Dame, Emmanuel Macron persiste et demande à sa ministre, démissionnaire, je le précise d'ailleurs, Rachida Dati, ministre de la Culture, de présenter les artistes qui ont été sélectionnés pour le remplacement des vitraux. Donc, c'est chose faite par Rachida Dati mercredi dernier. Pas ce mercredi, elle a annoncé les 8 artistes sélectionnés pour proposer un projet de remplacement des vitraux de Viollet-le-Duc au sein donc de la cathédrale parisienne extrêmement célèbre. Alors je rappelle tout de même, avant de vous donner la parole, qu'il y a une pétition qui a été lancée par le fondateur de la Tribune de l'Art, Didier Rickner, qui a déjà atteint les 150 000 signatures, qui avait quand même eu un avis défavorable par la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture sur le changement de ces vitraux. Et puis surtout, pourquoi changer les vitraux alors que, je le rappelle, ils n'ont pas été détériorés par l'incendie. Voilà. Sur ce, je vous donne la parole, Alexandre. Oui Clémence. Alors vous savez, on s'est donné comme thème de cette année le simulacre. Et on s'est mis un peu sous le patronage de Guy Debord, le fameux auteur de La Société du spectacle. Et je voudrais rappeler un point que j'ai mis en exergue la semaine dernière en introduction de cette année. C'est les 5 traits principaux de cette Société du spectacle. Alors je vous les rappelle, le renouvellement technologique incessant, la fusion économico-étatique, le secret généralisé, le faux sans réplique et un présent perpétuel. Alors ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les 2 derniers points, c'est le faux sans réplique et un présent perpétuel. Le faux sans réplique, vous le comprenez, c'est cette impossibilité de répondre à la fausseté projetée par les médias, par le monde médiatique. Mais on peut aussi aller plus loin. Le faux, c'est aussi la camelote, c'est aussi la contrefaçon, c'est aussi ce qu'on appelle en droit le parasitisme. Vous savez, c'est typiquement les gens qui imitent un sac de Vuitton et qui vont le vendre en profitant de la marque alors qu'ils n'ont jamais, eux, eu ni la qualité, ni la publicité, etc. de la marque. C'est ce qu'on appelle du parasitisme. On trouve ça aussi très largement dans l'art contemporain. Vous voyez, un type comme Jeff Koons, Oui. qui font ses horreurs, on va en parler, il va en tirer un maximum de pognon, parce qu'il va coller ça dans les jardins du château de Versailles Oui. ou à Paris, etc. Il mettrait son immondice dans un champ à 300 km de Paris, personne ne paierait un seul euro pour aller voir ça. Donc c'est ce qu'on appelle en droit du parasitisme. Et donc, c'est ce faux qui, justement, se réplique pour le coup. Vous savez, c'est la petite tour Eiffel en plastoc qui est fabriquée en Chine, vendue par des immigrés clandestins à des touristes japonais en dessous de la tour Eiffel. Il n'y a rien de vrai, il n'y a rien d'authentique. C'est du pur parasitisme, mais simplement, on vous fait croire que ça représente quelque chose. C'est ce qu'on appelle de l'autentoc. Donc là, on est typiquement dans ce schéma-là, et on est aussi dans le schéma de présent perpétuel. C'est-à-dire que Macron veut nous faire son coup de vitraux modernes, qui n'a comme seul intérêt que l'écrin, c'est-à-dire la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors c'est très intéressant parce que c'est des gens qui, alors, on aurait pu croire que avec son épouse antédiluvienne, il puisse respecter un peu l'ancien, Bah oui. mais apparemment dans ce type de relation, c'est plutôt le viol qui est à la base de tout. Macron aime violer, il aime à violer le patrimoine, il l'a dit, pour lui, il n'y a pas de culture française. Autre citation de Debord, tout ce qui n'est jamais sanctionné est véritablement permis, il est donc archaïque de parler de scandale. Et c'est là qu'on va arriver à l'aspect intéressant. Vous l'avez souligné, Clémence, moi je pensais en regardant cette histoire de vitraux que les vitraux d'origine de Viollet-le-Duc avaient été abîmés, comme vous l'avez souligné en Oui, introduction. ce serait logique puisqu'on entend qu'ils veulent les rénover et les changer. Exactement. Oui. Et donc là, on se dit, bon, à l'extrême limite, ça aurait été définitivement perdu. Hum. On pourrait comprendre qu'on puisse se poser éventuellement la question de les remplacer par du moderne. Hum. En tout cas, la question serait légitime. Oui, oui. Je ne réponds pas à cette question, mais elle serait légitime. En l'occurrence, les vitraux sont en parfait état. Deuxième élément, c'est que ce n'est pas ni au ministre ni au président de la République de s'occuper de décider. C'est là qu'on voit qu'il y a une confusion des pouvoirs euh, et donc ce faux qui s'implante. C'est un établissement public qui a été créé spécialement pour la rénovation de la cathédrale. C'est l'établissement public administratif, un EPA, comme on dit à droite, chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, qui a été instaurée par la loi du 29 juillet 2019. Et son objectif,
inscrit dans la loi, c'est d'assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études, des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Vous voyez, là, on a un premier problème central, c'est qu'on a un pouvoir exécutif, donc président de la République et donc le ministre, qui s'arroge le droit d'intervenir dans une procédure qui a été définie par le législateur, hein, donc par la loi, qui a institué un établissement qui est en charge de ça. Alors, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que cet établissement public a consulté, comme c'est la loi également, la Commission nationale pour le patrimoine et l'architecture. Donc, c'est une commission qui a le même objectif, hein, c'est d'assurer la conservation et la protection du patrimoine public français. Eh bien, la consultation de cette commission est obligatoire par cet établissement public. Elle est composée d'élus, de spécialistes, de représentants de divers corps de métier et de quelques fonctionnaires dépendants du ministère de la Culture. Alors, vous comprenez, le ministère de la Culture donc, veut imposer un choix via le président de la République, c'est-à-dire les vitraux modernes, en s'imposant à l'établissement public qui a été créé par la loi, qui doit consulter une commission elle-même créée par la loi, qui est composée notamment de fonctionnaires qui ont été nommés par le ministre de la Culture. Oui. Donc, le ministre de la Culture C'est demande pratique. un avis à une commission dont elle nomme une partie des membres. Sauf que cette commission a rendu un avis unanime. Unanime. C'est extrêmement rare hein, dans ce type de commission. Je peux vous le dire en tant que juriste, j'ai fréquenté certaines commissions comme ça, des commissions unanimes, c'est très rare. Or, le problème, c'est quand il y a une demande d'avis, même si l'avis n'est pas conforme, une commission unanime, eh bien, ça a un vrai poids. C'est-à-dire que devant un tribunal administratif, disons que outrepasser cette décision, ça serait considéré comme une faute et ça pourrait conduire à l'annulation de la décision prise en contrevenant à l'avis unanime de la dite commission. Juridiquement, c'est une faute. Alors, en l'occurrence, l'avis, ce n'est pas une demande d'avis conforme, mais c'est un avis consultatif, donc on n'est pas obligé de suivre l'avis, mais la jurisprudence administrative considère que dans ce type, quand on a un avis unanime de tous les professionnels, de tous les représentants, etc., c'est quasiment comme un avis conforme. Ouais, donc l'outrepasser sans motivation serait considéré comme une faute, et ça pourrait être comment dire, un cas d'annulation de la procédure. Mais alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est que, donc je vous dis, avis unanime. Or, le ministère avait donné instruction à ses fonctionnaires de voter pour les vitraux modernes. Donc, quand le pouvoir a entendu avis unanime, ils se sont dit, bah, en fait, tout le monde a voté pour notre projet. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, la commission a donné un avis unanime contre les vitraux modernes. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le président de la commission a dit aux fonctionnaires du ministère, qui étaient tous contre, mais bon, qui ont une obligation de respecter leur hiérarchie, bien, je vous propose une chose, vous pouvez vous abstenir de voter. Vous pouvez ne pas participer au vote, pardon, c'est différent. Et donc, ils ne se sont pas abstenus, mais ils n'ont pas participé au vote. Ils ne se sont pas rendus à la réunion et ils n'ont pas voté. Et donc, on se retrouve là face à un petit acte de résistance et je voudrais saluer cette commission et également ses fonctionnaires courageux qui ont en quelque sorte outrepassé les ordres de leur hiérarchie pour écouter leur conscience et entamer un petit acte de résistance. Je voudrais souligner ce point parce qu'on a l'impression que ce pouvoir est tout permis. Oui. Eh bien oui, il est tout permis parce qu'il se permet tout. C'est ce que je vous disais avec la citation de Debord. Il n'y a plus de scandale parce que ce qui n'est jamais sanctionné est véritablement permis. Mais ces gens ne sont jamais sanctionnés parce que, bon, alors on ne peut pas les sanctionner juridiquement, mais en tout cas, on peut ne pas leur obéir directement. C'est ce qu'ont fait ces fonctionnaires. Ils ont évité l'ordre. De la même manière que si on se moquait de ces gens-là, parce qu'ils sont risibles, si on leur disait, mais en fait, votre pouvoir ne repose sur rien, je n'ai pas à vous écouter parce que votre parole ne repose sur rien. Vous n'êtes rien, vous représentez rien, vous ne représentez pas la France. Dans 2 ans, vous serez parti, vous serez dans les poubelles de l'histoire. Alors certes, vous avez fait un mal extrêmement considérable, mais dorénavant, ça ne sera plus avec nous, ça ne sera plus avec notre consentement. Et je suggère de faire comme l'enfant face au roi nu, tous les courtisans disent, il est habillé, quels sont ses habits magnifiques, mais l'enfant dit non, le roi est nu. Oui. Le roi est nu, il faut le dire, il faut dénoncer la nudité du roi, il faut s'en moquer. Il faut s'en gosser, il faut rire de ces gens-là. Je voudrais conclure avec une autre phrase de Debord, vous avez compris, hein, ça va être un peu notre leitmotiv cette année. L'ineptie se fait respecter partout,
Il n'est plus permis d'en rire, en tout cas il est devenu impossible de faire savoir que l'on en rit. Eh bien justement, l'ineptie se fait respecter parce qu'on n'en rit plus. Oui. Moquons-nous de ces gens-là. On n'est pas obligé de faire une révolution violente. Mais il faut se gausser de ces misérables pantins, de ces Bruno Le Maire incapables qui écrivent sur leur trou de balle, de ces Emmanuel Macron psychopathes qui épousent une femme 30 ans plus vieille qu'elle, dont on nous a fait croire que c'était la plus belle femme de Paris, alors que je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est Bon. qu'elle est extrêmement laide. Mmh. Ça, c'est une certitude. N'importe qui a des yeux le voit. Donc, ayez des yeux pour voir, ayez une bouche pour parler, ayez des oreilles pour entendre. Vous savez, c'est l'inverse des trois petits singes. Les singes qui se cachent les oreilles, qui se cachent les yeux et qui se cachent la bouche. Nous devons être, nous, exactement l'inverse. Ouvrir les yeux pour voir ce que nous voyons, ouvrir nos oreilles pour écouter ce que nous entendons, et surtout ouvrir notre bouche pour dire la vérité et se moquer de ces gens qui sont, après tout, risibles. Je rappelle qu'il y a certains de vos propos que je vais tenir à distance de Toxin, et vous en prenez la responsabilité. Concernant les yeux pour voir, je vous propose qu'on les voit justement ces vitraux dont il est question, certains projets de vitraux en tout cas, de ceux des gagnants, on va dire, qui ont été sélectionnés pour remplacer les vitraux de Notre-Dame de Paris. Voilà, on en voit ici une illustration. Ça, c'est Jean-Michel Alberola, hein, c'est l'un des sélectionnés. Donc, vous voyez que ça n'a quand même rien à voir avec la beauté des vitraux de Viollet-le-Duc. Et c'est important de le voir pour pouvoir le comprendre aussi, puisque vous vous rappelez qu'il faut qu'on garde les yeux ouverts. Merci beaucoup pour votre analyse, Alexandre Cunage-Apreval. Merci à vous. Et on continuera de suivre cette affaire des vitraux de Paris qui est quand même très importante et symbolique, encore une fois. Et tout de suite,